Merci. Alors je prends la suite de mes collègues pour vous parler d'une autre relation qui peut parfois être une relation d'amour et qui est parfois une relation beaucoup moins symbiotique. C'est la relation entre le savoir et le pouvoir. Que pensent les milieux savants du pouvoir et quelle est la relation du pouvoir avec les milieux savants? Je voudrais prendre l'exemple de ce sujet dans la culture arabo-musulmane du Moyen-Âge, même si je précise tout de suite que le terme de Moyen-Âge qu'on utilise, c'est un terme qui vient de l'Occident et qui n'est pas forcément pertinent pour désigner des périodes qui correspondent au même siècle dans les cultures que nous étudions chacun, mais qui ne correspondent pas forcément à la même étape de développement de ces cultures en question. Alors, je suis historienne, donc je vais commencer par un petit rappel historique. Je vais parler donc de la pensée, la culture et les rapports entre pensée, culture et milieu du pouvoir dans l'islam médiéval. Pour l'histoire de l'islam, les premiers siècles de ce qu'on appelle, nous, Moyen-Âge, correspondent à quelque chose de tout à fait crucial, c'est-à-dire à l'émergence d'une religion, l'islam, au 7e siècle, puis à la constitution d'un empire avec un territoire et un État pour gouverner cet empire, État gouverné à l'époque médiévale par des souverains qui portaient le titre de calife. Et c'est une période qui correspond aussi à la naissance d'une culture qu'on appelle culture arabo-musulmane, parce qu'elle était d'expression arabe et que la religion musulmane y était l'un des principaux cadres de référence. Même si, bien sûr, de très nombreux non-musulmans et non-arabes ont aussi participé à l'élaboration de cette culture, aussi bien dans des domaines religieux que dans des domaines profanes. L'apogée de l'effervescence culturelle dans le monde arabo-musulman médiéval se produit vers les 9e et 10e siècles avec de très nombreux écrits. On peut bien sûr s'intéresser aux causes qui ont favorisé l'émergence de cette culture, si je ne perds pas mes feuilles. Tout d'abord, la diffusion de l'arabe comme langue de culture, langue écrite, adoptée par l'ensemble des populations conquises par les armées arabo-musulmanes. Merci. Ah oui. Même si des langues locales ont persisté, notamment à l'écrit, par exemple le berbère en Afrique du Nord, le persan dans l'Iran actuel, etc. Autre raison d'effervescence culturelle, c'est la diffusion du livre grâce à l'adoption du papier, une technique qui venait de Chine, qu'on ne connaissait pas dans le monde ni proche-oriental, ni d'ailleurs occidental avant les 9e, 10e siècles, et qui se diffuse à partir de cette période, qui remplace des supports plus coûteux comme le papyrus ou le parchemin. Donc grâce à ce nouveau support moins cher, on peut diffuser plus rapidement le savoir. Autre facteur, c'est l'importance de certaines grandes villes dans le monde arabo-musulman médiéval, grandes villes qui étaient particulièrement cosmopolites, où se mélangeaient des populations provenant de toutes les régions de l'Empire et qui étaient donc très favorables à l'échange d'idées et à l'élaboration culturelle. Mais un facteur qu'il faut aussi prendre en compte et qui est très important, c'est le mécénat. Le mécénat notamment venu des milieux du pouvoir, des milieux de l'État. C'est-à-dire que les califes ou les hauts fonctionnaires finançaient, pas tous, mais certains l'ont fait et leurs noms sont restés dans l'histoire, finançaient les activités intellectuelles et scientifiques pour permettre justement le développement de la pensée et de la culture. On a donc vu des califes au 9e ou au 10e siècle, fonder des observatoires pour l'astronomie, financer des hôpitaux où on étudiait aussi et où on transmettait la médecine, payer des traducteurs pour traduire des grands textes du patrimoine grec, par exemple, patrimoine philosophique ou médical, acheter des livres et les rassembler dans des bibliothèques, etc., etc. La conséquence, c'est au cours de cette période un très fort développement des disciplines aussi bien religieuses que profanes, accompagné de la production d'un très grand nombre d'ouvrages qui étaient copiés de façon manuscrite et qui circulaient dans ce très grand territoire qu'était l'Empire musulman. Pardon ? Non, ça va aller, merci. Alors, inutile de dire dans ces conditions que les auteurs médiévaux étaient particulièrement attachés à la vie de la pensée et tenaient la culture en haute estime. Même s'il y a eu, bien sûr, aussi, par ailleurs, des périodes plus noires. Mais je voudrais maintenant laisser la parole à des textes de l'époque, des textes de la période médiévale, des textes arabes, en reprenant certains traits que l'on retrouve dans ces traits.
Tout d'abord, le portrait du bon souverain. Le bon souverain, c'est le souverain entouré de savants qui aiment les sciences et qui favorisent leur étude. Des textes aussi où on trouve certains clichés qui sont communs dans beaucoup de cultures, à savoir que le savoir recule, l'ignorance progresse partout dans le monde. Je vous cite par exemple les propos d'un auteur que certains d'entre vous connaissent bien, Mas'udi, qui est un écrivain du Xe siècle. Il est mort en 956 de l'ère chrétienne. Et il déplore dans l'un de ses ouvrages, je cite, les traces de la science ont disparu, sa splendeur est éteinte, la sottise se multiplie tandis que l'intelligence se fait rare, si bien que l'on ne voit plus que du clinquant allié à l'ignorance. Je laisse la responsabilité de ces propos à Mas'udi. Alors je reviens un petit peu sur le portrait du souverain vertueux, le souverain qui s'entoure d'hommes de science et qui leur accorde sa protection et son intérêt. Je vous lis par exemple, toujours par le même Mas'udi, le portrait d'un calife amateur de science. Il aimait, nous dit-il, la libre recherche et honorait ceux qui s'y adonnaient. Il haïssait, tout autant qu'il aimait la recherche, l'imitation servile et ses partisans. Il suivait d'un œil curieux le développement de la science et les doctrines tant des philosophes que des docteurs en religion, parmi les anciens et les modernes. Et je voudrais terminer par le portrait d'un calife particulièrement éclairé, grand calife de la dynastie abbasside, une dynastie qui a régné entre le 8e et le 13e siècle. Donc je vous lis le portrait de ce calife et son action en faveur de la culture par un auteur andalou, Saïd el-Andalousi, qui lui est mort à la fin du XIe siècle. Il nous dit « Lorsque cette dynastie arriva au pouvoir, les esprits sortirent de leur apathie et les intelligences de leur somnolence. Le premier qui parmi eux cultiva les sciences fut le deuxième calife, Al-Mansour, à la compétence en droit, à une connaissance remarquable de la philosophie et particulièrement de l'astrologie, astrologie ou astronomie qui faisait partie à l'époque des sciences philosophiques, s'ajoutait chez ce prince un intérêt profond pour ces sciences et pour ceux qui les cultivaient. Puis il arrive au portrait du 7e calife de la dynastie, El-Ma'moun. Ce prince acheva l'œuvre commencée par son aïeul. Il s'occupa de rechercher la science là où elle se trouvait, et grâce à la hauteur de ses conceptions, grâce à la puissance de son intelligence, il l'attira des endroits où elle se cachait. Il entra en relation avec les empereurs de Byzance. Je vous rappelle que l'Empire byzantin, à l'époque, c'est le grand ennemi de l'Empire musulman. C'est l'Empire chrétien qui est directement voisin de l'islam. Donc ce calife entre en contact avec les Byzantins. Il leur fit de riches présents et les pria de lui faire don des livres de philosophie qu'ils avaient en leur possession. Ces empereurs lui envoyèrent ceux des ouvrages de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, de Galien, d'Euclide et de Ptolémée qu'il détenait. Le calife fit alors choix de traducteurs émérites et les chargea de traduire ces ouvrages de leur mieux. La traduction en ayant été faite avec toute la perfection possible, le calife, et ça c'est intéressant, poussa ses sujets à lire ces traductions et les encouragea à les étudier. Par la suite, le mouvement scientifique s'affermit sous le règne de ce prince. Les gens avisés à l'envie se mirent à étudier, car ils voyaient leur maître plein de considération pour les hommes qui cultivaient les sciences et admettre les savants dans son intimité. El-Ma'moun, en effet, recevait ces derniers en audience particulière, aimait à les consulter, se plaisait à leurs entretiens. Aussi les savants occupaient-ils auprès de lui de hautes situations et des postes élevés. Telle fut jusqu'à la fin la manière d'être de ce calife avec tous les érudits. Voilà, je n'en tirerai pas de conclusion supplémentaire. Effectivement, pour en savoir plus, venez à l'INALCO.